Dans le chapitre précédent, nous avons vu le phénomène de réflexion. Donc, je vous rappelle de quoi il s'agit. Nous avons ici deux milieux d'indices de réfraction différents, N1 et N2, et nous avons pris un rayon incident qui allait attaquer ici l'interface en ce point-là avec cette direction. Donc, nous avons vu dans ce chapitre sur la réflexion qu'une partie de l'onde allait être réfléchie, c'est-à-dire renvoyée dans le premier milieu. Le phénomène est toujours présent, mais cette fois-ci, nous n'allons plus nous intéresser à la réflexion, nous allons nous intéresser à ce qui se passe si le rayon est transmis dans le deuxième milieu. Donc ça, c'est le phénomène de réfraction. Pour cela, je vous rappelle une petite propriété qui est que la vitesse de la lumière n'est pas toujours égale à 300 000 km par seconde. Ça, c'est vrai dans le vide. Mais en toute généralité, la vitesse de propagation de la lumière est donnée par la vitesse de propagation dans le vide divisée par l'indice de réfraction. C'est d'ailleurs la définition même de l'indice de réfraction. Je vous donne quelques chiffres pour fixer les idées. Dans l'air, l'indice de réfraction vaut 1,0003. Dans l'eau, il est égal à 4 tiers. Dans le verre n'a pas de sens, en fait c'est toute une famille, la famille des verres, mais je vais prendre à peu près 1,5. Vous pouvez obtenir 1,6, 1,7, mais je prends ce chiffre-là pour fixer les idées. Je vous montrerai plus tard un tableau qui vous donne un tas d'indices de réfraction. Je vais reprendre les mêmes notations comme vous voyez que dans le chapitre sur la réflexion, donc pour E1, E2 et N, et j'ajoute encore ici l'angle d'incidence que je vais rebaptiser comme étant l'angle θ1 dans le milieu 1 et l'angle de réfraction comme étant θ2 dans le milieu 2. Je vais compléter ma construction aussi, que j'expliquerai plus tard, en mettant ici les points A, le point B ici, le point C à l'origine et le point D ici. Pour, quelques propriétés générales concernant la réfraction, c'est que, comme dans le cas de la réflexion, si vous prenez le vecteur E1, le vecteur normal à l'interface N et le vecteur de réfraction E2, de nouveau, ils sont tous les trois dans le même plan. Donc, à partir de E1 et N, bien sûr, j'arrive à définir un plan. Ça peut être ici le plan de l'écran. Eh bien, automatiquement, cette propriété dit que la réfraction se fera également dans le plan de l'écran. La deuxième propriété, c'est le principe de réciprocité, qui dit que si vous venez du milieu N1 avec un angle θ1 et que ceci donne lieu à une réfraction dans le milieu 2 avec un angle θ2, ceci est réciproque. C'est-à-dire que si vous venez du milieu 2 avec cet angle θ2, la réfraction va se faire dans le milieu 1 avec un angle θ1. Bien, il nous reste encore à découvrir le lien qui existe entre θ1 et θ2 une fois que l'on connaît les valeurs de N1 et N2. Mais avant de faire le calcul, je vais vous montrer une petite animation qui, je crois, facilitera l'exposé. Donc, je reprends en fait une de mes animations. Donc, vous voyez de nouveau ici l'interface et voilà en fait l'onde incidente. Voilà le rayon lumineux et en bleu, bien sûr, vous voyez les fronts d'onde. Souvenez-vous du principe de Huygens. Chaque point d'un front d'onde sert de source secondaire pour réémettre l'onde en phase. Donc, à chaque fois que cette onde incidente arrive à l'interface, elle émet de nouveau une onde sphérique.
Mais évidemment, moi, je n'ai représenté que quelques points qui sont des sources secondaires. Vous devez imaginer, bien sûr, qu'il y en a une infinité. Si je prends l'enveloppe de tous ces fronts d'onde sphériques, j'obtiens un front d'onde qui est plan. Donc voilà le front d'onde dans le milieu 2. Vous voyez en fait qu'ils n'ont pas la même orientation. Et du même coup, bien sûr, les rayons lumineux n'ont plus non plus la même direction. Bien, j'espère que vous avez cette image en tête. Oui, j'attire votre attention, vous voyez bien l'effet de la vitesse. J'ai pris ici le cas d'un indice de réfraction plus faible dans le milieu 1 et un indice de réfraction plus grand dans le milieu 2. Donc, du coup, la vitesse de propagation est plus faible dans le milieu 2, ce qui fait que la distance entre les fronts d'onde devient plus petite dans le milieu 2 que dans le milieu 1. Bien, ayant ça en tête, je reviens maintenant à notre discussion, à notre calcul. Vous remarquez en fait, avant de commencer le calcul proprement dit, que si j'ai l'angle θ1 ici, vous retrouvez le même angle θ1 là-bas. Et de la même manière, l'angle qui se trouve ici, c'est de nouveau l'angle θ2. Donc, imaginez le front d'onde ici AB. Au moment où je suis à ce niveau-là, au niveau B, là, je percute l'interface. Donc, l'interface en ce point se comporte comme une source secondaire qui va émettre une onde sphérique dans le milieu 2. Quand le point B quand l'onde incidente, quand ce front d'onde arrive au point C, donc ici nous arrivons au point D, mais vous voyez que la distance parcourue est plus faible que celle-là. Et bien sûr, je préfère la même construction pour tous les points intermédiaires. Donc quand le point qui est ici arrive là, il commence à émettre, et quand le même front d'onde est arrivé au point C, eh bien voilà l'onde sphérique émise par ce point-là. Faites l'enveloppe de tous ces fronts d'onde sphériques, vous obtenez cette ligne CD. Partant de là, maintenant, je peux commencer à faire des calculs. Imaginez qu'il faille un temps t pour aller de B vers C. Et donc, du même coup, c'est le même temps qu'il faut aussi pour aller de A vers D. Donc, si je prends le triangle rectangle qui est là, vous voyez que BC est égal à V1. Excusez-moi, je n'ai même pas besoin de triangle ici. J'écris simplement que BC est égal à V1, la vitesse dans le premier milieu, fois T. Tandis que AD, c'est V2 fois T. Je fais maintenant le quotient de ces deux quantités. J'aurai donc AC sinus θ1. Donc là, vous voyez qu'en fait, j'ai pris BC, et BC dans ce triangle, c'est quoi? C'est l'hypoténuse multipliée par sinus θ1. Je prends maintenant AD. AD, c'est quoi? Je prends maintenant l'autre triangle rectangle qui est ici. AD, c'est de nouveau l'hypoténuse, donc AC multiplié par sinus θ2. Et donc, bien sûr, AC va disparaître. Ceci, c'est V1 divisé par V2. Ou encore, C divisé par l'indice de réfraction N1, et ici, C divisé par N2. Donc, ceci est égal à N2 sur N1. Si je remets N1 au numérateur de ce côté-là et sinus θ2 au numérateur à droite, vous obtenez N1 sinus θ1 est égal à N2 sinus θ2.
c'est la loi de Snell-Descartes. Snell a vécu de 1580 à 1626, Descartes de 1596 à 1650. Donc en France, on appelle ça la loi de Descartes. Presque partout ailleurs, c'est ce qu'on appelle la loi de Snell. En fait, on sait aujourd'hui que Snell a été le premier à découvrir cette loi, mais Descartes a été le premier à publier cette loi. Mais de toute façon, cette querelle de paternité entre occidentaux est complètement ridicule quand on sait qu'en fait, le physicien perse Ibn Sal avait déjà découvert cette loi. Ibn Sal a vécu de 940 à peu près l'an 1000. Donc vous voyez qu'en fait, il a découvert cette loi 600 ans avant les deux occidentaux, Snell et Descartes. Et non seulement Ibn Sal a trouvé cette loi, mais il nous a donné une manière très très élégante de calculer l'angle θ2 une fois que vous connaissez θ1 et bien sûr les deux indices de réfraction. C'est tellement beau que je ne résiste pas au plaisir de vous montrer sa construction. Prenez deux lignes perpendiculaires. Je vais prendre maintenant un segment en oblique, peu importe où vous le mettez. La seule chose que vous devez respecter, c'est l'angle que vous prenez ici. Donc je veux absolument avoir un angle θ1. Prenez cette droite donc ici, ou bien prenez-la là-bas, peu importe, mais je dois avoir un angle θ1. Je vais appeler ça AB. Maintenant, à partir de B, je vais prendre un segment qui a comme longueur AB multiplié par N2 et divisé par N1. Et à partir de là, tracer un arc de cercle qui a cette quantité-là comme rayon. Et regardez à quel point cet arc de cercle va croiser la droite horizontale. J'appelle ça le point C. Et le point qui était là-bas, je ne l'avais pas nommé tout à l'heure, je l'appelle le point D. Eh bien, prenez maintenant le segment de C vers B. Ici, vous avez l'angle θ2. Ibn Sal avait trouvé la loi de Snell-Descartes, mais il n'a pas exprimé en termes de sinus. Pourquoi? Parce que simplement, la fonction sinus n'avait pas encore été inventée à cette époque-là. Mais vérifions qu'effectivement, il a bien trouvé la loi de Snell-Descartes. Prenez le triangle rectangle, le petit triangle rectangle, et je m'intéresse à la longueur de BD. BD, c'est quoi? C'est l'hypoténuse, hein, c'est-à-dire AB, multiplié par sinus θ1. Si je prends maintenant le grand triangle rectangle, vous voyez que BD, c'est quoi? C'est l'hypoténuse, c'est-à-dire AB multiplié par N2 sur N1, et ceci multiplié par sinus de θ2. Donc vous pouvez simplifier maintenant par AB, et vous retrouvez N1 sinus θ1 est égal à N2 sinus θ2. C'est absolument magnifique. C'était une période très riche au point de vue scientifique dans le monde qu'on appelle arabo-musulman. À la même époque, en fait, il y a eu un autre grand physicien qui était Al-Hassen. Enfin, il était plus que physicien, il était mathématicien, physicien et médecin. Et il a apporté énormément de contributions scientifiques. Je vous invite instamment à aller voir sur Wikipédia ce qu'on dit à propos de Al-Hassen. Je vous donnerai qu'une seule chose venant de lui, mais c'est un texte qui est absolument magnifique. Je vous invite à lire, à relire très souvent ce texte. C'est vraiment magnifique pour un esprit scientifique. Mettez la vidéo en pause pour pouvoir le lire à votre aise, mais
mais moi je trouve que tout scientifique devrait avoir ce texte encadré dans son bureau. Et en fait, Al-Hassen est considéré à l'heure actuelle comme étant vraiment le père de la démarche scientifique moderne. Bien, regardons, oui, avant d'aller plus loin, excusez-moi, hein, comme promis, je vous donne un petit tableau avec des valeurs d'indice de réfraction. Donc, ici, dans la première catégorie, vous avez des gaz à des températures ordinaires. Donc, vous voyez que pour les gaz, les indices de réfraction sont toujours très, très proches de 1. Ça n'empêche pas que l'on peut voir des effets de réfraction comme on le verra tout à l'heure. Si je prends des liquides assez classiques, vous voyez qu'on reste entre 1,2 typiquement et 1,6. Pour différents solides, ici, je vais de 1,31 à 1,50. Ça, c'est assez caractéristique, avec une exception notoire, c'est le diamant. C'est à cause de cette propriété, justement, de réfringence très forte du diamant que l'on fait les brillants en joaillerie. Une autre caractéristique générale de ces matériaux solides, regardez maintenant l'indice de réfraction en fonction de la longueur d'onde. Donc vous voyez ici quelques matériaux. Hein, vous avez ici un verre dense, un verre flint léger, et encore d'autres matériaux, peu importe. Ils ont tous en fait la même propriété. C'est que l'indice de réfraction est le plus bas dans le rouge et il augmente continuellement quand on se dirige vers le violet. Et à cause de ça, en fait, on va avoir le phénomène de dispersion des couleurs lors de la réfraction. C'est notamment à cause de ça que le prisme arrive justement à décomposer la lumière blanche et nous donner toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Bien, revenons à la loi de Ibn Sal, et je vais l'appliquer dans différents cas. Vous pouvez l'écrire comme ça aussi si vous préférez. Bon, je ne vous interrogerai pas là-dessus à l'examen. Je rappelle la loi de Insal, N1 sinus θ1 est égal à N2 sinus θ2. Regardons d'abord ce qui se passe si le premier matériau est moins réfringent que le deuxième. Donc on dit N1 moins réfringent que le milieu 2. Donc du même coup, à cause de cette loi de Snell-Descartes, ça veut dire que θ1 est plus grand que θ2. Je vais prendre quelques exemples. Je redessine de nouveau mon interface. Et vous avez ici la normale. Prenons d'abord un angle d'incidence tel que celui-ci. On sait que θ2 est plus petit que θ1. J'aurai par exemple de la réfraction qui va se faire comme ceci. Donc ça c'est la situation 1. J'augmente l'angle d'incidence, comme ceci. Du même coup, l'angle θ2 va augmenter également. Voilà par exemple la nouvelle valeur pour θ2. Et évidemment, j'aurai une limite. Vous voyez que si j'arrive à incidence rasante, donc prenez un rayon incident qui ferait du rasmot ici le long de l'interface, ceci va donner lieu à un angle de réfraction tel que celui-ci. Et je ne peux pas aller plus loin. J'étais ici déjà à 90 degrés. Donc ça, c'est l'angle de réfraction limite, que je vais appeler θ critique,
Que vaut θ critique? Eh bien, reprenez de nouveau la loi de Imsal. Vous avez N1 fois le sinus de 90 degrés, donc fois 1, est égal à N2 multiplié par sinus, et j'appelle cet angle l'angle critique. Donc vous avez que sinus de l'angle critique est égal à N1 divisé par N2. Prenons maintenant la situation inverse. Donc, N1, cette fois-ci, est plus grand que N2. Ce qui veut dire que θ2 sera plus grand que θ1. Je refais de nouveau le dessin, encore que normalement je ne devrais pas le faire. On pourrait rediscuter avec le graphique précédent, mais en le prenant dans l'autre sens. Mais je préfère malgré tout refaire le dessin. Je dessine de nouveau ici la normale. Reprenons une première situation. Je prends un angle d'incidence comme celui-ci. L'angle de réfraction est plus important. Donc je vais retrouver la lumière réfractée, par exemple, comme ceci. Je prends une deuxième situation avec un angle d'incidence plus important, comme celui-ci. La réfraction se fera dans cette direction-là. Et je prends enfin une troisième situation. Voilà l'angle d'incidence. Et ce que j'obtiens pour cet angle d'incidence, c'est que le rayon réfracté fait du rasemote le long de l'interface. Donc voilà ici 90 degrés. Et de l'autre côté, vous retrouvez de nouveau cet angle critique. Pour retrouver de nouveau l'expression de l'angle critique, eh bien, reprenez l'expression de départ. Vous avez N1, cette fois-ci, c'est ici que j'ai l'angle critique, sinus θc, est égal à N2 multiplié par sinus θ2, mais sinus θ2, vous voyez, est égal à 1. Donc, sinus de θ critique est égal à N2 divisé par N1. C'est la même loi, simplement nous avons changé les rôles de θ1 et θ2. Et vous allez vous demander, mais que se passe-t-il à ce moment-là si la lumière incidente arrive avec un angle d'incidence plus important que l'angle critique? Je ne peux plus avoir de réfraction. Donc la lumière n'a pas d'autre choix que de se réfléchir. Donc vous aurez le rayon réfléchi, qui va garder évidemment la propriété de la réflexion, c'est-à-dire l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion, mais vous avez une réflexion que l'on appelle totale, réflexion à 100%. Ceci est à la base de la fibre optique. Imaginez une fibre cylindrique comme ceci. Avec un indice de réfraction n, tandis que le milieu extérieur, je prends de l'air, donc j'ai un indice égal à 1. Pour ce rapport de n à 1, j'ai un angle critique qui, par exemple, est égal à ça. Donc vous voyez ici la valeur de θc. Imaginez maintenant que par ici, vous injectiez de la lumière là-dedans. Mais je l'injecte de telle manière que la lumière va arriver sur l'interface avec un angle qui est plus grand que l'angle critique, ce qui est le cas ici. Je sais à ce moment-là que j'ai affaire à de la réflexion totale. Donc, ce rayon va repartir avec le même angle ici. Et le petit jeu va continuer. Vous voyez qu'ici, j'ai toujours exactement la même condition, c'est-à-dire que l'angle d'incidence est plus grand que l'angle critique. Donc, de nouveau, la lumière n'a pas le choix, elle fait de la réflexion totale. Et par ce petit jeu,
vous pouvez transmettre la lumière très très loin. En prenant des petites fibres optiques comme ceci et en les mettant en botte, vous faites vraiment donc un groupe de fibres optiques, vous arrivez à ce moment-là au principe de l'endoscope, qui vous permet d'aller voir à l'intérieur de l'estomac, par exemple, et aller à la recherche d'éventuels ulcères. Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire sur la réfraction. Mais la réfraction parfois peut donner des choses amusantes. Donc je vous montre simplement pour le plaisir quelques effets secondaires de la réfraction. Je vois que malheureusement il me manque une image. Excusez-moi, mais je ne la trouve pas. Bien, je la montre. Non, je vais simplement vous esquisser en fait de quoi il s'agit. Prenez la surface de la Terre, comme ceci. De nouveau, comme je l'ai déjà fait précédemment, je vais exagérer l'épaisseur de l'atmosphère. Ce n'est pas du tout à l'échelle par rapport au rayon de la Terre. Et vous êtes ici. Donc, il est clair que votre horizon le voici. Donc, vous voyez le soleil sans aucun problème, bien sûr, si le soleil se trouve au-dessus de l'horizon. Mais dès que le soleil est en dessous de l'horizon, normalement, on ne devrait plus le voir. Et pourtant, on le voit encore pendant quelques minutes, après son véritable coucher. Comment expliquer ceci? Eh bien, regardez en fait ce rayon venant du soleil et qui va arriver, qui normalement ne nous est pas destiné, excusez-moi. Je prends un rayon tel que celui-ci, il aurait dû faire ceci, et donc normalement vous ne devriez pas le voir. Mais je vais décomposer maintenant ici l'atmosphère en couches successives. Je fais un découpage assez grossier. Ici, l'air est peu dense, ce qui se traduit par le fait que l'indice de réfraction est très faible. Après ça, je mets une couche déjà un peu plus dense. Puis, je vais mettre une couche avec une densité plus forte, donc un indice de réfraction plus fort. Et puis, encore plus fort. Eh bien, vous voyez en fait qu'en changeant de couche, à chaque fois, je vais avoir le phénomène de réfraction. Et donc, ce rayon, en fait, va se rapprocher de plus en plus de la normale. Eh bien, en fait, c'est exactement ce qui va se passer ici. Donc, le rayon, je vais le dessiner cette fois-ci en orange, il va d'abord, évidemment, être rectiligne, et puis, au fur et à mesure que vous arrivez dans l'atmosphère, ce rayon va se courber, et donc, vous voyez encore le soleil, alors qu'en fait, il est ici, en dessous de l'horizon. Un autre effet, toujours dû à la réfraction, c'est cette image qu'un pilote, je dois revenir, excusez-moi, je dois revenir à mon dossier habituel. Une image réalisée par un photographe qui a eu énormément de chance. Vous voyez qu'en fait, le photographe est tout près de l'aéroport. Vous avez ici un Boeing 747 qui est en train de décoller ou d'atterrir, peu importe. Et voilà le soleil. Et par un effet de réfraction, vous voyez ici, dans l'air très chaud des réacteurs, vous voyez que le soleil, ici, a attrapé deux belles petites oreilles. Maintenant, il suffit simplement de lui mettre encore quelques moustaches. Il serait beau tout plein. Magnifique image. Mais donc, c'est un mirage, si vous voulez, à cause donc de la chaleur des réacteurs, ce qui a modifié la trajectoire des rayons lumineux. Autre mirage, ça c'est une photo personnelle que j'ai faite pas loin de Abou Simbel, donc en plein désert égyptien.
vous voyez en fait que du sable, ça, il y en a. Vous avez ici quelques collines noires. Et à l'avant-plan, en fait, vous voyez ici des flaques d'eau, hein, des étendues d'eau, et vous voyez très bien, en fait, la réflexion, hein, de ces collines noires dans ces flaques d'eau. Ça, c'est ce que notre cerveau nous dit. En fait, il n'y a pas une molécule d'eau, je crois, des kilomètres à la ronde. Hein, il fait ultra sec. Il n'y a pas d'eau. Ça, j'ai pu m'en assurer, hein, une fois que le véhicule continuait à avancer. Il n'y a pas une trace d'eau dans les parages. Et en fait, c'est de nouveau un effet mirage. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez ici la colline, et au niveau du sol, vous avez un gradient de température. Et cette fois-ci, en fait, l'effet est dans l'autre sens, c'est-à-dire que la lumière qui venait de la colline et qui se dirigeait vers le sol a été renvoyée comme ceci vers mon appareil photo. Mais notre cerveau a ses habitudes. Donc quand lui voit une telle situation, oui, il interprète ceci comme étant dû justement à la réflexion de la colline, hein, sur une flaque d'eau. Je vous répète, il n'y avait pas une goutte d'eau dans les parages. Bien, ceci clôture ce que je voulais dire sur la réfraction.